Bon, il est 13h02, on va pouvoir commencer. Je vous propose d'abord que Michel et moi nous présentions et ensuite on vous présentera plus en détail les métiers de la data et leur avenir. Donc moi c'est Florent Huchette, j'ai 27 ans. Ça fait aujourd'hui 4 ans que je suis chez Sopra Steria. Je suis issu d'une école d'ingénieur. J'étais orienté plutôt industrie, malgré une école d'ingénieur généraliste. Je voulais pas trop vraiment m'orienter vers les métiers de l'informatique. Et puis finalement, j'ai quand même sauté le pas. Donc en rejoignant Sopra Steria, j'ai fait une formation en entrant dans l'entreprise pour apprendre les dernières compétences techniques qui me manquaient. Ça m'a réussi puisque je suis toujours chez Sopra Steria. J'ai navigué dans de nombreux domaines de la data. J'ai commencé dans la business intelligence avec les ETL. J'ai fait du reporting. J'ai travaillé ensuite sur un MDM et maintenant je travaille sur un projet Big Data. Et je travaille aussi au sein de mon agence en tant que référent data pour relayer les offres de formation et les informations sur la data. Je vais laisser Michel se présenter. Et merci Florent. Bonjour à tous, donc je suis Michel Poujol. Alors je vais dire que j'ai légèrement plus d'ancienneté que Florent, comme vous pouvez le constater. J'ai une formation initiale en géophysique. J'ai découvert les techniques de data science et d'IA dans le cadre de mes travaux de thèse. À l'époque, c'était pour l'US Navy, à une époque un peu lointaine où je faisais mes études aux USA. Après ma thèse, j'ai appliqué ces techniques dans un premier temps dans mon métier de géophysicien pour rechercher du pétrole en Afrique. Puis à partir de 1993, pour faire des études dites de recherche opérationnelle en lutte sous-marine pour le compte d'un centre de recherche de la marine française et via une petite société de services toulonnaise qui a été rachetée par Sopra Steria en 2000. J'ai alors évolué dans la division sud-est de Sopra Steria en tant que chef de projet et responsable du pôle scientifique. Et j'ai commencé à être reconnu en tant que data scientist senior au début des années 2010, quand ce terme est devenu populaire, comme on va le voir. En 2016, j'ai été appelé à prendre des fonctions en IA au niveau du groupe. Et depuis, je suis co-leader de l'IA au groupe Digital Transformation Office de Sopra Steria. Voilà, Florent, je te rends la main, peut-être pour la suite. Merci Michel. Alors, je vais commencer par vous parler des métiers de la data et particulièrement des secteurs qui sont touchés par la data. Alors, vous vous en douterez, la data, elle touche tous les secteurs. Aujourd'hui, on pense principalement, quand on pense à la data, on va penser à tout ce qui est déjà numérique, on va penser au secteur des jeux vidéo, on va penser au secteur des médias, avec aussi les publicités ciblées, ce genre de choses. Mais en fait, la data, elle est vraiment partout. On la retrouve dans les ressources humaines, par exemple LinkedIn. Derrière, qu'est-ce qui fait fonctionner LinkedIn? C'est essentiellement la data, dans la relation client, dans la logistique, les transports et dans l'industrie. Alors, je vous propose justement de vous attarder sur le cas de l'industrie. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser la data dans l'industrie? La première chose à laquelle on pense, c'est les chaînes de production de l'industrie. Une industrie, pour fonctionner, elle a besoin de savoir ce qu'elle va produire, quand est-ce qu'elle va le produire et quels sont ses stocks. C'est son système d'information principal. Et avec ça, on va déjà pouvoir faire du reporting pour savoir quel est l'état des stocks, quel est mon planning de production, qu'est-ce que je prévois. Ensuite, on va vouloir connaître un peu mieux ces machines, comment elles fonctionnent. Et on va placer des capteurs sur une machine et on va récupérer les informations et on va pouvoir ainsi monitorer la chaîne de fabrication et suivre son fonctionnement et vérifier que tout se passe correctement. On peut vouloir aller plus loin.
en cherchant à prévoir les pannes de la machine et les anticiper. C'est ce qui se passe avec la maintenance prédictive, où on va analyser les anciens incidents et ensuite essayer de créer un modèle pour prédire quand un incident va arriver et réagir en conséquence. Tout ça, c'est des données qui sont internes à l'entreprise. Mais avec l'avènement du Big Data, aujourd'hui, on va essayer de récupérer également des données qui sont extérieures à l'entreprise. Par exemple, on peut s'intéresser au fonctionnement de l'approvisionnement des matières premières. Est-ce que mon fournisseur va pouvoir me livrer à temps en fonction des conditions météo, des conditions de circulation, et donc pouvoir gérer un domaine d'autant plus grand. Quand on travaille dans les métiers de la data, ce qui est important de savoir, c'est que en fait, vous allez faire deux métiers. Vous allez faire votre métier, mais vous allez devoir aussi faire un peu le métier de votre interlocuteur. Et ça, c'est vraiment très très intéressant quand on travaille dans la data. C'est qu'on a besoin de comprendre comment on peut utiliser la data. C'est le côté technique. Mais on a besoin aussi de comprendre qu'est-ce que cette donnée signifie. Et ça, à chaque mission, vous allez devoir utiliser vos compétences techniques, mais vous allez aussi devoir comprendre quel est le métier de votre interlocuteur et apprendre un nouveau métier par la même occasion. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Je vous propose donc de parler un peu plus des métiers, je dirais, techniques de la data, mais vous verrez que finalement, ils ne sont pas tous si techniques que ça. Donc, on distingue quatre grands domaines de métiers dans la donnée. Le premier, c'est le plus évident, il s'agit des opérations sur la donnée. La donnée, quand on la récupère, il faut la stocker quelque part, éventuellement la transformer. Et pour ça, on va avoir besoin d'architectes, on va avoir besoin de développeurs, et on va avoir aussi également besoin de personnes qui peuvent assurer la sécurité de ces données. Ensuite, une fois qu'on a nos données dans notre système d'information, on va vouloir utiliser cette donnée pour répondre à des problèmes, à des enjeux. Et c'est là où on retrouve le domaine de la BI, donc c'est la Business Intelligence, où on va chercher à utiliser la donnée, en faire des rapports qui vont être facilement exploitables par ce qu'on appelle les métiers, les gens qui ne sont pas de l'informatique directement. On va aussi pouvoir aller plus loin en créant des modèles, notamment en data science. Cette donnée, pour qu'elle vive correctement au sein de l'entreprise, elle a besoin d'être gérée. Et pour ça, on va retrouver tous les métiers qui concernent le data management. Vous allez avoir des rôles qui consistent en la gestion de la donnée. Quel est son cycle de vie dans l'entreprise? Quelles données j'ai à disposition et de la documenter correctement pour pouvoir l'utiliser au mieux pour les métiers. Vous avez aussi tout un aspect réglementaire qui est lié à la protection des données personnelles, vous en avez certainement entendu parler, qui demande aux entreprises de savoir s'adapter et de savoir répondre aux exigences de la réglementation. Enfin, pour que tout cela fonctionne, il y a aussi tout un processus de stratégie où on va avoir besoin de penser la donnée dès le management pour avoir une stratégie, une direction, comment est-ce qu'on veut utiliser la donnée, quelle est notre force, qu'est-ce qu'on a à notre disposition, et ça va être des métiers de conseil et d'audit qu'on va retrouver là, qui sont cette fois pas du tout techniques, mais vraiment liés à la data. Alors je vous propose d'étudier un peu plus en détail un cas d'usage. Comment est-ce qu'on va utiliser la donnée et qu'est-ce qu'on en fait techniquement. Donc imaginons toujours dans le cas de l'industrie, on a une entreprise qui soupçonne que les conditions de température et d'hygrométrie affectent sa chaîne de production. L'entreprise va poser des capteurs
et on va pouvoir commencer à récupérer ces données. Ces données-là, on va avoir besoin, pour les exploiter, de les relier aux données qui sont déjà issues du système de production de l'entreprise. Alors, pour cela, on va récupérer donc les données des capteurs et on va utiliser un outil qu'on appelle l'ETL, donc c'est un extraction, transformation, et en anglais loading, donc chargement, pour récupérer la donnée des capteurs et la mettre au même endroit que les données du système d'information de l'entreprise, éventuellement en faisant des transformations, en synchronisant les données des capteurs pour s'assurer que ce qu'un capteur de température donne à un moment T correspond bien à ce même moment T dans notre capteur, par exemple. Une fois ces données dans l'entrepôt, elles ne sont pas toujours exploitables telles quelles. J'entends par là que potentiellement, en tant qu'Européen, on va avoir envie de travailler avec des données en degrés Celsius. Et peut-être que vos capteurs sont en degrés Fahrenheit. Et là, on va devoir faire une première transformation, on va préparer la donnée pour qu'elle soit utilisable plus facilement. Il y a une citation qui dit que la donnée est le pétrole du XXIe siècle. Et ben, l'allégorie porte très bien à cette citation. Le pétrole, pour l'utiliser, la plupart du temps, on va essayer de le raffiner. Et bien, la donnée, c'est pareil. On a besoin de la raffiner pour qu'elle soit exploitable plus facilement. Et donc, on va avoir des métiers de data engineer qui, par exemple, vont faire cette étape de préparation de données en collaboration avec les data analystes et éventuellement les data scientists en fonction de leurs besoins. Et justement, j'en viens à ces métiers qui vont utiliser les données telles qu'elles sont déjà préparées ou éventuellement vont aider à la préparation pour faire soit un simple rapport ou aller plus loin en créant des modèles, comme c'est le cas de la data science. Et je vais laisser le soin à Michel d'en parler un peu plus. Merci Florent pour cette présentation sur les métiers de la data et de la data qu'on sait donc maintenant collecter et valoriser en grande quantité, peu importe leur provenance, leur nature et leur forme structurée ou non structurée. En fait, Florent, tu as beaucoup évoqué le big data, car même si maintenant on préfère parler de cloud, c'est bien l'apparition du big data dans les années 2000 qui a amené cette révolution dans le traitement des données, et révolution qui ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle est elle-même à l'origine de la data science et de la révolution actuelle de l'IA. Donc j'aimerais revenir sur ce passage du big data à la data science, puis de la data science à l'IA, car je pense qu'on ne peut pas parler du futur de l'IA sans connaître son passé. Alors pour ça, revenons au concept que Florent, là, tu viens de nous présenter dans ta dernière, sur ton dernier graphique, mais avec un angle plus explicitement big data, angle qui est totalement transposable aujourd'hui au cloud. Les solutions big data d'hier sont constituées, comme les solutions donc, cloud d'aujourd'hui, d'un ensemble de moyens matériels et logiciels pour collecter et traiter toutes sortes de données dans des clusters de machines que l'on peut adapter tant sur le nombre des machines que sur la nature de ces machines pour répondre à toutes sortes de besoins. Et donc, le big data et le cloud offrent des environnements, on va dire, un peu plus favorables pour collecter des données, pour les traiter et pour les valoriser via des processus de raffinage permettant de créer des données de qualité et en grande quantité. Or, c'est précisément ce dont ont besoin les techniques statistiques et numériques d'apprentissage de la data science pour extraire de ces données des informations de grande valeur qu'on ne saurait pas extraire autrement ou alors difficilement. On comprend alors que la data science est une prolongation logique et je dirais naturelle du big data. Elle permet de valoriser bien plus encore les données du big data. Cependant, une question qu'on peut se poser, est-ce qu'on avait besoin du big data pour faire de la data science? La réponse est non. D'ailleurs, beaucoup de projets de data science et d'IA sont réalisés hors big data.
Le big data a néanmoins apporté à la data science pas seulement des données en nombre et de qualité, il a aussi amené une multitude de très bons outils pour mettre en œuvre les techniques de data science. On peut donc dire que le big data et maintenant le cloud ont permis de grandement démocratiser la pratique de la data science. Alors, autre question, quid des techniques de data science? Est-ce qu'elles ont aussi bénéficié du big data? On peut sûrement pas répondre non. Le big data a certainement permis de mieux comprendre ces techniques et de les faire évoluer, mais comme le montre le graphique suivant qui va apparaître et qui rappelle les grandes dates et étapes de l'histoire de la data science et de l'IA, la plupart des techniques de data science et d'IA que nous utilisons aujourd'hui existaient bien avant le big data. Bon, le big data, il est apparu dans les années 90, mais on en a surtout, a surtout commencé à en parler on va dire dans la première moitié des années 2000, c'est-à-dire près d'un siècle après l'apparition des fondements statistiques de la data science. Et comme on peut le voir sur ce graphique, quasiment toutes les techniques de data science que nous utilisons aujourd'hui sont connues depuis des décennies, y compris les réseaux de neurones. Cependant, leur mise en œuvre restait très marginale, faute de moyens matériels et logiciels et aussi de données. Donc l'évolution de la data science et de l'IA est intimement liée à l'évolution de ces moyens. Et on peut noter quelques étapes clés. La première étape clé, c'est les années 50. Dans les années 50, c'est là qu'apparaissent les premiers ordinateurs, et c'est vrai que sans ordinateur, difficile de faire de l'intelligence artificielle et de la data science. Deuxième étape clé, les années 80. Les années 80, c'est vraiment la démocratisation de l'informatique dans l'entreprise, mais aussi au quotidien chez les particuliers, puisque c'est l'apparition des premiers ordinateurs personnels et l'apparition des premières stations de travail sous Unix. Après, dans les années 90, c'est pas explicite sur ce graphique, mais sont apparues les communautés open source et puis Internet, qui a aussi énormément joué sur le big data et la data science. Ce qui fait qu'au tournant des années 2010, on avait tout. On avait des données et on avait des outils pour les traiter, y compris des outils de data science. Et c'est d'ailleurs à partir de là, à partir des années 2010, qu'on a vraiment commencé à parler de data science et que la data science a connu son essor qui se poursuit aujourd'hui. Pour autant, quasiment personne n'avait vu venir la révolution deep learning et des réseaux de neurones en 2012. Les réseaux de neurones avaient connu leur heure de gloire au début des années 90 avant de tomber en désuétude pour diverses raisons, notamment à cause du manque de moyens de données évoqués précédemment. Mais néanmoins, quelques chercheurs ont persévéré dans cette voie, et les trois plus connus, Geoffrey Hinton, Yann LeCun et Joshua Bengio, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'ils ont reçu le prix Turing l'année dernière. Donc en 2012, un étudiant de Geoffrey Hinton, Alex Gryzewski, il gagne le challenge ImageNet de détection d'objets avec un réseau convolutionnel qui est une technique qui est mise au point par Yann LeCun en 1990. Et ce qui frappe la communauté scientifique internationale, ce n'est pas tant le fait qu'il gagne avec une technique à laquelle beaucoup ne croyaient plus, c'est plus le fait qu'il gagne avec une marge impressionnante sur ses concurrents et qu'il atteint des niveaux de performance qu'on pensait inatteignables avant plusieurs décennies. Donc cet événement a vraiment ébranlé la communauté scientifique et a marqué le début de la révolution actuelle de l'IA. Il a attiré beaucoup d'attention non seulement de cette communauté scientifique, mais aussi de quelques grosses entreprises de haute technologie telles que les Google, Amazon, IBM et j'en passe. Il a permis de prendre conscience des formidables capacités d'extraction d'informations du deep learning, et il a permis de réaliser que ces formidables capacités pouvaient permettre d'accroître considérablement nos pouvoirs de perception et qu'elles pouvaient être mises à profit dans bien d'autres domaines que celui de la vision par ordinateur. Et là, on va passer au slide suivant, et j'en ai terminé pour ce rappel, et justement, dans le slide suivant,
pour voir maintenant qu'on a vu le passé, de voir un peu le présent et l'avenir. Donc, la révolution de l'IA est en cours et elle va sûrement durer encore plusieurs années. Elle va sans doute beaucoup affecter nos vies. Comme on vient de le voir, l'IA a pu renaître grâce au deep learning dans des applications de vision par ordinateur. Dans ce domaine, on pourrait presque dire que la révolution est passée, puisque beaucoup considèrent maintenant qu'il n'y a pas de problématique qu'on ne saurait résoudre avec des performances meilleures que celles des humains, pourvu qu'on ait des données adéquates. Un autre domaine d'emploi très important de l'IA depuis quelques années, vous l'avez sans doute remarqué, c'est celui du traitement automatique du langage, où on a pu constater des avancées spectaculaires. Donc, les traducteurs, les assistants vocaux, les applications de classification, d'analyse de texte sont autant d'applications pour lesquelles vraiment le terme de révolution n'est pas exagéré. Et cette révolution n'est pas finie. Elle va sûrement se poursuivre encore pendant plusieurs années, car c'est un domaine extrêmement complexe dont on est loin d'avoir fait le tour. Sinon, comme le montre ce schéma, il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels je pense que l'IA va avoir un gros impact dans les années à venir. Il y en a deux que j'aimerais citer plus particulièrement, car ils risquent d'impacter plus fortement notre quotidien. C'est celui des moteurs de recommandation et celui de la robotique. Et notamment grâce aux avancées de techniques qu'on appelle de feature learning ou de reinforcement learning ou encore des techniques dites de géométrique deep learning qui commencent à émerger. Alors, je vois le temps passer, je pense qu'il est temps qu'on passe aux questions. Voilà, si on veut avoir le temps, Florent et moi, de traiter quelques-unes des questions. Donc la première question, je crois qu'elle est pour moi. Enfin, on va... Oui, alors on attend juste que la question puisse s'afficher à l'écran, il y a un petit délai. Ouais, voilà. Donc la première... Quelle est pour toi, Michel? Je vais te la poser. De nos jours, quand on parle d'IA, on fait généralement allusion au deep learning et on entend dire que cela nécessite forcément de très grandes quantités de données. Est-ce exact? Alors déjà, c'est vrai que lorsqu'on entend parler d'IA dans les médias, il est plus ou moins implicitement fait allusion au deep learning, par opposition à des techniques de data science ou de machine learning plus classiques. Donc, lorsqu'on entend dire qu'il faut beaucoup de données pour faire de l'IA, on sous-entend souvent qu'il faut forcément beaucoup de données pour faire du deep learning et forcément plus que pour faire du machine learning plus classique. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Le volume de données nécessaire pour résoudre un problème par la data science n'est pas lié à la technique de résolution, en tout cas pas au premier ordre. Peu importe qu'on utilise du machine learning ou du deep learning, le volume de données nécessaire pour résoudre un problème par la data science dépend avant tout de la complexité de ce problème. Et par là, j'entends non seulement sa complexité intrinsèque, mais aussi le niveau de performance attendu et notamment sa précision. Alors, il est vrai cependant que le deep learning permet d'appréhender des problèmes complexes qu'on ne savait pas appréhender par le machine learning ou difficilement. Et c'est ça qui justifie qu'ils aient besoin de plus de données. Et c'est particulièrement vrai dans les domaines de la vision par ordinateur et du traitement automatique du langage, qui sont par définition des problématiques complexes. Toutefois, il est aussi important de réaliser que la grande majorité des problèmes auxquels sont confrontés les data scientists dans leur quotidien sont des problèmes de small data, et même, je dirais, de very small data. Alors, ça tombe bien parce que généralement, on dispose de peu de données. Mais heureusement, je dirais que pour atteindre les niveaux de performance à partir desquels une IA présente un intérêt, il faut souvent relativement peu de données. Par contre, si on veut faire mieux, alors il faudra plus de données et le volume de données nécessaire risque d'augmenter exponentiellement avec le niveau de performance attendu. Et pour clore sur ce sujet, je vais juste prendre un exemple avec quelques chiffres pour illustrer tout ça. Prenons l'exemple d'une classification de texte, comme par exemple des emails. Typiquement, pour classer des emails, il faut quelques centaines de mails par catégorie
pour avoir des performances de l'autre, on va dire de 60% de bonne classification. Pour atteindre 70%, il en faut 10 fois plus. Pour atteindre 80%, il en faut encore 10 fois plus. Et pour atteindre 90%, qui sont une ambition légitime d'un classifieur de texte, eh bien, il en faudra encore 10 fois plus. C'est-à-dire que là, on est sur des centaines de milliers de mails par catégorie. Et si on suppose qu'on a une dizaine de catégories au plus, on arrive à des datasets de l'ordre du million de mails labellisés. Bon, ce qui peut représenter un certain volume et ce qui représente pour sûr un gros travail de labellisation. Voilà pour la réponse à cette question. J'espère ne pas avoir été trop long. Je pense que j'ai le temps de te poser la deuxième question, Florent. Travailler sur les données me fait envie, mais je n'ai pas une grande appétence technique. Est-ce que je pourrais tout de même y trouver ma place? Alors, c'est une très bonne question et on la pose souvent dans les forums des écoles. Oui, on peut. Il y a vraiment tout un tas de métiers dans la data. Je vous les ai présentés tout à l'heure. Je pense que si vraiment la technique c'est quelque chose qui fait peur, on peut dans le data thinking ou dans le data management, on peut trouver des métiers où on va quasiment pas toucher la technique, voire même pas du tout. Cependant, ça vous demandera quand même de rester en contact avec les gens qui font la technique. Et puis, il faut savoir que dans la donnée, on a beaucoup de métiers, je pense même en tant que développeur, où finalement la technique, on ne fait pas forcément du code. On n'a pas besoin de coder en Java. Il y a un langage qu'on a besoin de maîtriser quand on travaille dans la data et qu'on est un peu dans la technique, c'est le SQL, évidemment. Ensuite, la plupart des outils vont pouvoir permettre de faire des choses sans avoir besoin de coder. Bien sûr, si on veut se spécialiser, si on veut aller au bout de l'utilisation des outils, là, on va avoir besoin d'avoir plus de compétences techniques, notamment si on veut faire aussi de la modélisation et de la data science, par exemple. Mais ces métiers n'ont pas forcément besoin d'avoir vraiment d'être un grand technicien. Et je vais même déborder du coup sur la question suivante. Bon, je pense qu'on terminera par cela. L'avantage en plus quand on travaille dans la data, c'est qu'on peut facilement évoluer, on peut changer de métier. Moi, j'ai commencé par exemple à travailler dans la BI traditionnelle, dans les ETL. J'ai fait du reporting, j'ai fait du MDM. Le MDM, c'est plutôt plutôt du data management. Je suis aujourd'hui dans le big data et maintenant je travaille sur des traitements Spark. Voilà, en fonction des envies techniques et des envies, je dirais, fonctionnelles, on peut vraiment travailler dans différents domaines. On peut évoluer de l'un à l'autre en fonction de ce qu'on a envie et de ses capacités. Voilà, je vous remercie pour cette présentation et puis vous pouvez nous contacter sur LinkedIn. Exactement. Désolé d'avoir pas pu répondre aux autres questions, mais c'est un format assez court. Merci à tous.